Salut les serial likers, bienvenue sur Infocrime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire de disparition peu médiatisée, une affaire qui a possiblement inspiré l'auteur présumé de la disparition de Delphine Onsaguel, épouse Jubillard. Alors ce n'est pas la disparition de Suzanne Viguier, c'est une affaire où il y a bien plus de similitudes avec l'affaire Jubillard. On va commencer par faire un petit résumé de ce qu'est l'affaire Jubillard pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est qui Delphine Onsaguel? C'est une aide-soignante âgée de 33 ans lors de la disparition qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Selon les déclarations de son mari, Cédric Jubillard, elle aurait disparu dans la nuit entre 23h et 4h du matin alors qu'elle était allée promener les chiens. Depuis, beaucoup de pistes ont été explorées, aucune n'a abouti. Et au jour d'aujourd'hui, le principal suspect, c'est le mari. Alors bien sûr, le mari, je ne l'accuse en aucun cas. Je me contente de vous dire ce qui transparaît dans les médias. Si vous voulez d'autres détails sur l'affaire, les pistes qui ont été explorées, etc., allez voir mes 2 vidéos que j'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qui me pousse à faire une autre vidéo aujourd'hui? C'est que ces derniers temps, ça parle d'aller faire des fouilles dans un cimetière qui se trouve proche du domicile des Jubillards. Alors, aller fouiller un cimetière pour retrouver une femme portée disparue, c'est pas banal. Alors pourquoi les enquêteurs ils veulent aller fouiller là-bas? Il y a plusieurs raisons. Alors il faut savoir qu'ils ont déjà fouillé les alentours du cimetière plusieurs fois et ils ont encore fouillé en jouet. Bon, le téléphone de Delphine Jubillard, si vous voulez, le matin du 16, il a borné dans une zone qui se trouverait à proximité du cimetière. Alors même si l'endroit où a borné le téléphone n'est pas forcément l'endroit où est le corps, bien sûr c'est une indication pour les policiers. Ils doivent fouiller pour retrouver ou le corps ou au moins le téléphone qui peut donner des indications. Bon, il y a déjà ça. C'est aussi parce que c'est un lieu qui est pas très loin de la maison et où Jubillard il aurait pu aller sans se faire remarquer, sans attirer l'attention de personne. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que Jube, le mari, fait de la provocation. Bon, là, il est en prison, hein, ils l'ont mis en prison, ça fait un bon bout de temps déjà. Mais avant qu'ils le mettent en prison, 3 mois après la disparition, il était avec une amie de Delphine. Ils étaient en train de chercher le corps. Lui, il l'a amené au cimetière de Saint-Dalmaz, à Cagnac-les-Mines. Il a ouvert le tiroir d'une tombe. Et, il lui a fait toucher la tombe et après il lui a dit « Ah, il y a tes empreintes et blablabla ». Après, une autre fois, en mai 2021, il a amené un proche à lui encore dans le même cimetière pour lui montrer qu'il y avait plein d'endroits pour cacher des corps. Alors bon, est-ce que c'est de la provocation? On ne sait pas trop à quoi il joue. Est-ce que si c'est vraiment lui qui a fait le coup, ce qui serait pas étonnant, il amènerait vraiment les gens à l'endroit où il a caché le corps? La logique voudrait que non, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, donc tout est possible. Quoi qu'il en soit, bon, il y a encore une histoire de cimetière là qui est arrivée d'un ancien flic. Alors là, on tombe dans le paranormal total. Là, c'est un ancien flic qui est radiesthésiste. Alors, j'ai rien contre les radiesthésistes. D'ailleurs, j'ai un abonné qui est radiesthésiste. Je le salue, il s'appelle Michel, il se reconnaîtra. Mais bon, le gars, là, le flic, il a dit que, soi-disant, il y avait une tombe en particulier qui devait être fouillée, blablabla. Donc, voilà. Il va y avoir des fouilles qui vont avoir lieu. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà eu des affaires où des gens ont caché des corps dans des cimetières? Ou est-ce que c'est une hypothèse fantaisiste? On va voir ça de suite. Alors, bien évidemment, pas la peine de vous préciser que dans un cimetière, des cadavres, il y en a à l'appel, si on peut dire. Mais des affaires où des criminels ont caché le corps de la victime afin qu'il ne soit pas retrouvé dans un cimetière, il n'y en a pas des millions, bien sûr. Et en général, ils les jettent ou dans des
des cours d'eau, où ils les mettent dans la forêt, où ils les enterrent sur des propriétés. Mais il y en a quand même eu. Il y a quelques affaires. Alors je vais vous en parler maintenant. Il y en a 3. Une qui s'est passée aux États-Unis, parce que là-bas tout ce qui est tordu, ça se passe aux États-Unis. Alors, en 1995, John Sandoval a rendez-vous avec son ex-femme Christina pour parler de la pension alimentaire. La jeune femme, elle reviendra jamais du rendez-vous. Elle disparaît de la surface de la Terre. Quand la police elle arrive chez lui, il voit qu'il a des griffures sur le visage, que dans la maison il y a des habits pleins de boue, que dans le coffre de la voiture il y a une pelle pleine de boue aussi, mais seulement il n'y a pas de corps. No corpus delicti. Ils vont l'incarcérer pour d'autres faits. Aux États-Unis, les peines elles sont longues, ils vont pouvoir le garder pendant longtemps. Et selon le district attorney de Weld County, donc dans le Colorado, pendant 7826 jours, 3 heures et 22 minutes, ils sont précis aux États-Unis. N'allez pas chercher la calculette, ça fait 21 ans. Pendant 7826 jours, 3 heures et 22 minutes, Christina a été arrachée à sa famille. Mais au bout de ce temps, la justice américaine va faire un plea bargain avec John Sandoval qui va indiquer où il avait caché le corps. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé au cimetière de Greenlee, donc dans le Colorado. Il avait trouvé une tombe qui était fraîchement creusée. Il a creusé encore sur 60 cm supplémentaires. Il a mis le corps de sa femme. Il a recouvert, et le lendemain, il y a eu l'enterrement d'un vétéran de l'armée américaine par-dessus le corps de sa femme. Et pendant 21 ans, ils l'ont pas retrouvé. Voilà. Affaire suivante, encore plus tragique. Ça se passe en France, cette fois dans la ville de Douai dans le nord. Alors c'est un couple là, 2 bâtards, là, il n'y a pas les noms complets. Mais c'était Sandrine, 23 ans, et Stéphane, 25 ans. Donc bon, ils avaient un bébé de 6 semaines qui pleurait. Le père, il a battu, le bébé il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la voiture, ils ont fait 40 km. Ils sont allés dans le village de Bussigny, d'où était originaire Sandrine la mère, si on peut appeler ça une mère. Et ils ont mis le corps de ce pauvre enfant de 6 semaines dans une tombe, ils l'ont caché là-bas. Voilà, bon, et pendant 6 mois, la femme, la Sandrine, elle baladait un landau vide en faisant croire qu'il y avait le bébé dedans. C'est une affaire où il n'y a rien dans les médias. Il y a juste cet article-là, là, si vous voulez le lire complètement, où vous tapez ce que vous voyez là sur internet directement. Au pire des cas, je vous le mettrai dans les commentaires. En parlant d'une affaire comme ça, il y a une affaire dont je parle tout le temps, j'ai fait une vidéo dessus, j'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil quand vous avez quelques minutes. C'est une affaire de meurtre d'enfants non élucidé aussi, qui est très très peu médiatisée, qui n'est quasiment pas médiatisée. Pourtant c'est une affaire horrible. Il faudrait que tout le monde soit au courant de cette affaire. Ça s'est passé en Corse. Celle-là, je vous la mets dans les commentaires épinglés. Vous allez dans les commentaires, vous lâchez un commentaire pour montrer signe de vie, et après vous regardez le commentaire le plus haut. Le lien qu'il y aura, ce sera la vidéo sur ce bébé. Et en plus, je vous la mets en end screen. Si vous avez la force de tenir jusqu'au bout de cette vidéo, à la fin des vidéos, il propose une vidéo. Il va y avoir une playlist, et il va y avoir une vidéo à gauche où c'est un cold case. Et bien ce sera ça, jetez un coup d'œil à cette vidéo, parce que cette affaire, tout le monde doit la connaître. Il faut que les gens qui ont fait ça, ils payent. Voilà. Après, bon, hors de France, en Italie, il y avait la disparition de la petite Emanuela Orlandi aussi. Mais bon, ça c'est vraiment high profile comme affaire. Il y a beaucoup de choses dans les médias, il y a même beaucoup d'articles en français, de podcasts en français si vous voulez les écouter. On va pas parler 2 heures de cette affaire. Bon, c'était une jeune fille de 15 ans qui a disparu, apparemment au Vatican. Et en 2019,
Ils ont fait des recherches au cimetière teutonique du Vatican. Voilà. Après, il faut savoir qu'ils ont même cherché Xavier Dupont de Ligonnès dans un cimetière en 2021. Bon, ce sera pas ça qui a inspiré Jube pour sa femme, parce que la disparition elle a eu lieu avant juin 2021. Mais bon. D'ailleurs, Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai fait une vidéo dessus avec des pistes. Bon, c'est sûr que ceux qui ont des livres à vendre, ou des grands naïfs qui croient que Dupont de Ligonnès il est à Pattaya, ou encore pire, là récemment j'ai entendu des gens qui prétendent qu'il est à San Francisco, dans le quartier français. Voilà. Déjà, il aurait gagné les États-Unis, que c'est un des pays les plus durs à atteindre d'ici, un des pays où il y a le plus de contrôle et tout, c'est déjà fou. Mais alors de dire que dans un quartier français où tout le monde peut le reconnaître, là ça relève de la folie totale. Bon, enfin bref, j'ai fait une vidéo sur lui avec des pistes plausibles et non évoquées autre part. Allez découvrir cette vidéo aussi si vous voulez. Tout ça pour vous dire qu'en juin 2021, ils l'ont cherché dans le cimetière de Grimaud. Bien évidemment, il n'était pas. Ensuite, une autre affaire où le corps d'une victime avait été caché dans un cimetière. Like, commente, partage, surtout abonne-toi et n'oublie pas de mettre les notifications en marche. Merci d'avance. Une affaire qui se passe encore en Corse, comme l'affaire du bébé qui a été brûlé vif, que je vous recommande encore une fois de plus d'aller regarder. C'est pas pour moi pour faire 4 vues que je m'en fous complètement, c'est pour ce pauvre bébé, parce qu'il faut trouver ceux qui ont fait ça. Voilà, donc dans le nord de la Corse, à Miomont, le 9 août 88, une famille enterre une de ses membres. En ouvrant le caveau, ils ont une mauvaise surprise. Il y a le cadavre de Marcel Nicolas, une infirmière qui avait disparu en 79 alors qu'elle était âgée de 29 ans. Elle avait décidé de faire le tour de Corse en stop avec son fils Johan. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le pauvre petit Johan qui avait que 8 ans, on l'a jamais retrouvé. Et donc le corps de Marcel Nicolas, il est retrouvé décapité dans cette tombe là. Elle a été tellement sévèrement battue qu'on aurait dit qu'elle avait été écrasée. Donc voilà. Je sais pas qui c'est les barjots qui ont fait ça. Il faudrait retrouver le fils aussi, il n'y a pas de traces du fils. C'est une affaire pas extrêmement médiatisée. C'est sûr ça commence à dater, 79 ça commence à faire long. Mais bon j'espère qu'un jour ces gens on leur rendra aussi justice. Et voilà, alors maintenant on va passer aux affaires qui ont eu lieu dans des cimetières qui auraient pu inspirer Jube pour cacher sa femme dans un cimetière. Alors, il faut savoir que juste avant la disparition de Delphine, ils ont mené Fourniret dans le cimetière de Charleville-Mézières pour voir s'il n'avait pas caché la petite Estelle Mouzet, sur qui j'ai fait aussi une vidéo que je vous conseille aussi d'aller voir parce que vous apprendrez des choses que vous n'avez jamais entendues nulle part non plus. Mais c'est tout concret, tout ce que je vous dis c'est du concret, c'est tout. Il y a des sources et tout, hein, allez voir. Tout ça pour vous dire qu'en octobre 2020, il balade Fourniret dans le cimetière de Charleville-Mézières. Bien sûr, ça passe de partout dans les médias, à la télé, etc. Alors est-ce que Jube il s'est inspiré de ça? Ou vraiment, je l'accuse pas, hein, ou vraiment pour cacher le corps de sa femme, ou du moins si c'est pas lui qui a fait le coup, ce qui reste, bon, commencez pas à vous énerver, mais ça reste quand même une possibilité parce qu'on sait pas, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de traces qui peuvent laisser penser qu'elle est morte, à part le fait qu'elle n'est plus là. Bon, tout ça pour vous dire que ça a pu l'inspirer juste pour raconter ces bêtises, des histoires de cimetières, pour faire galérer les gens, pour les provoquer, etc. Voilà, s'il faut, Cédric Jubillard, il a vu ça à la télé, il s'en est inspiré, ou après,
il s'en est servi pour narguer les amis de Delphine. Amis que je ne connais pas mais que je salue et pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'elle elle lâche pas le morceau, ses copines. On peut dire que Delphine Jubilard, elle a des vrais amis qui tiennent à elle et qui font tout pour qu'elle soit retrouvée. Franchement, on leur doit beaucoup de respect. D'ailleurs, si quelqu'un connaît l'affaire sur le bout des doigts et sait exactement où les fouilles ont eu lieu, parce que je sais que les amis, elles fouillent beaucoup dans les environs, tout ça, à la recherche du corps, je me pose la question de savoir est-ce que la maison des handicapés de Genêt, ou Genêt, je sais pas comment ça se prononce, c'est juste en dessous de la maison des Jubillards, c'est pas loin, c'est un endroit, bon dans ma première vidéo j'avais relevé des endroits où il aurait pu passer Jube sans être filmé par des caméras, ça en fait partie, il aurait pu partir vers là-bas, c'est au sud de leur maison, c'est pas loin, il aurait pas mis longtemps, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas grand monde, etc. Est-ce que il aurait pas mis le corps dans les égouts de cette maison d'handicapés? Ou est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, une citerne ou quelque chose? J'ai essayé de regarder avec Google Maps, etc. Avec différents sites, mais on voit pas bien. Et si quelqu'un sait si ce site il a été fouillé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieux de savoir. Donc voilà, je vous remercie par avance. Voilà, parce que j'espère vraiment qu'elle va être retrouvée, cette pauvre femme, Delphine. Pour elle déjà, pour qu'elle puisse être enterrée dignement, et pour sa famille. Et bon, là, bien sûr, Jubi m'entend pas, il est en zonzo. Mais s'il m'entendait, je dirais tout simplement Jube. Dis où il est le corps. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Peut-être que tu étais jaloux, que ça a dérapé, etc. et que tu comptais pas la tuer, que c'est un accident et tout. Mais rends le corps. Voilà, ne serait-ce que pour tes enfants. Que tes enfants, tu leur as levé leur mère. Ils t'en voudront toute leur vie sûrement. Mais le seul moyen que tu puisses espérer d'être pardonné, c'est pas en cachant le corps et en ne rendant pas le corps. C'est en leur disant où il est le corps de leur mère qu'ils puissent l'enterrer dignement. Et si dans l'hypothèse tout est possible que c'est pas toi qui as fait le coup, arrête de faire le singe à provoquer les copines, tout ça. Voilà ce que je dirais à Jubi. Mais bon. Voilà, maintenant on va passer à l'affaire que je pense qui aurait possiblement inspiré l'auteur de la disparition de Delphine Jubilard, qui est la disparition de Martine Sanchez, qui n'a aucun rapport avec Emmanuel Sanchez, qui a aussi disparu dans la région un an auparavant, en 2001. Emmanuel Sanchez, qui est sur la liste qu'a dressée l'OCRVP, une liste de 21 cas dans lesquels ils essayent de voir si les fournirés ne sont pas impliqués. J'ai fait une vidéo sur chacune de ces 21 affaires, si vous voulez aller les découvrir dans la chaîne après. Voilà, tout ça pour vous dire que Emmanuel Sanchez, qui a disparu à Toulouse, n'est pas lié avec Martine Sanchez, notre victime d'aujourd'hui, qui a disparu à Sobrig, dans les Landes, en 2002. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, vous allez voir, les similarités avec l'affaire Jubilard sont frappantes. Pourquoi je pense que Jube il a pu s'inspirer de ça, ou pour cacher le corps de sa femme, si c'est vrai qu'il l'a mis dans un cimetière, ou du moins que ça l'a inspiré pour raconter ces histoires de cimetière à son entourage, c'est parce que c'est une affaire qui a eu lieu dans la région, elle n'a pas été beaucoup médiatisée au niveau national, mais elle a été médiatisée au niveau régional. Et c'est dans le sud-ouest, et Jubilard il habite dans le sud-ouest aussi. Donc il a peut-être eu écho de cette affaire à l'époque. Elle a disparu le 17 octobre 2002, Martine Sanchez, c'est sûr qu'il était jeune. Mais après en 2009, l'affaire elle est revenue sur le devant de la scène.
C'est là qu'ils ont fouillé un cimetière, je vais tout vous expliquer. Et surtout, elle est revenue encore dans les médias locaux, dans genre les journaux Sud-Ouest, Ouest France, tout ça, juste avant la disparition de Delphine Jubillard. Voilà, ils ont fait un article, par exemple, le 18 octobre 2020, genre 2 mois avant que Delphine elle disparaisse. Donc est-ce qu'il a vu ça et est-ce que c'est inspiré de ça? C'est possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour Martine Sanchez? Martine Sanchez, dans la nuit du 16 au 17 octobre 2002, selon son mari, qui est maçon, première ressemblance avec l'affaire Jubillard, que Jub il est plaquiste. Bon, c'est rien, ça c'est des petits détails. Mais pareil, c'est le mari qui est la dernière personne à voir la victime. Donc elle aurait disparu dans la nuit, Martine Sanchez aussi. Comme Delphine Osaguel, Martine Sanchez était dans la trentaine, elle avait 31 ans, Delphine Osaguel elle avait 33. Comme Delphine, Martine avait des enfants en bas âge, bon elle en avait 3. Aussi, elles avaient, bon je leur jette pas la pierre, hein. Elles avaient les deux un amant. Qu'est-ce qui s'était passé pour Martine Sanchez? Bon, son mari en 97, il est allé en prison pour trafic de drogue. Elle a rencontré un amant pendant sa détention. Et voilà. Et après, bien sûr, ça allait mal dans le couple. Détail qui est similaire à l'affaire Jubillard aussi. Par contre, ce qu'il y a avec Martine Sanchez, c'est qu'il y a des témoignages, des témoins qui disent l'avoir vue. Ce qui n'est malheureusement pas le cas avec Delphine Jubillard apparemment. Alors, Martine Sanchez, elle aurait été vue, soi-disant, en Andalousie. Les recherches, elles ont rien donné. Elle aurait été vue dans le nord de l'Espagne, à Blanes. Pareil, ça n'a rien donné. Elle aurait vécu là-bas comme une marginale, mais les enquêteurs ils y sont allés. Ils ont rien trouvé de probant. Petit détail, mais qui peut se révéler important. Au niveau de l'amant, c'est que bon, avec Delphine, il y a une histoire de Snapchat. Et là, avec Martine, il y a une histoire de SMS. Donc, est-ce que le mobile serait le même pour les Sanchez qu'avec les Jubillard? C'est-à-dire les maris, ils surprennent la femme en train de communiquer avec l'amant et ça dégénère. C'est une forte possibilité dans l'hypothèse, sans vouloir les accuser, dans l'hypothèse que ce soit les maris qui ont fait le coup, ça peut être un scénario valable, ça. Bon. Comme autre similitude avec les deux affaires, il y a aussi le fait que bon, la maison des Jubillard, elle a été passée au crible par les experts de la police scientifique, vous l'imaginez bien. Mais là, en 2002, c'était pourtant il y a 20 ans, il y avait quand même les TIC de Bordeaux, les techniciens d'investigation criminelle qui ont passé le domicile aussi au crible des Sanchez, le domicile des Sanchez, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, et apparemment ils n'ont rien trouvé. Voilà, c'est deux affaires où il n'y a pas de traces dans la maison pouvant incriminer qui que ce soit. Autre similité, c'est que le mari de Sanchez, il a été incarcéré aussi. Il a été incarcéré en 2003, même si il n'y avait rien contre lui. Et après, il a bénéficié, bon, ils l'ont gardé 8 mois. Et après, ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait vraiment rien. Et après, il a carrément bénéficié d'un non-lieu parce qu'il y a une femme qui a témoigné. Donc 3 ans après la disparition, elle a dit qu'elle avait pris une femme en stop. Donc cette nuit là, du 16 au 17 octobre 2002, une femme qui aurait pu ressembler à Martine Sanchez et qu'elle l'avait déposée au pont de la Marquaise qui se situe à 8 km de Saubrigue et que là-bas elle était montée dans une autre voiture. Alors est-ce que c'est pas la même personne? Est-ce que c'était pas Martine Sanchez? Est-ce que c'était planifié? Est-ce qu'ils avaient planifié d'avoir fait ça pour disparaître
le couple, alors Martin Sanchez et son amant, bon, c'est bizarre parce que s'ils veulent planifier un truc comme ça, elle va pas faire du stop, la femme. Se faire repérer par des automobilistes au bord de la route et après se faire déposer à un endroit où on va la voir monter dans le véhicule et partir. Donc bon, c'est une version qui est pas claire, mais elle a suffi pour discréditer l'hypothèse du mari. Voilà, le mari de Martine Sanchez, c'est un Espagnol. Après, il est parti habiter à Tarragone, en Espagne. Et les 3 filles du couple se sont retrouvées malheureusement foyées, les pauvres. Au niveau des médias dans les deux affaires, il y a quand même une petite ressemblance. Bon, c'est le mari de Martine Sanchez, si vous voulez, il a contacté les médias pour donner sa version. Donc il s'est mis sur le devant de la scène. Et Jubilard, bon, il est constamment dans les médias, il n'a pas fait profil bas. Ouais, il est dans la provocation, donc il se met sur le devant de la scène aussi. Et après, il y a cette histoire de cimetière, de fouilles dans des cimetières. Alors, dans l'affaire Martine Sanchez, si vous voulez, leur domicile, il était accolé au cimetière de Sobrig, enfin très très proche, au point qu'ils avaient vu sur le cimetière. Et en 2008, soit 6 ans après la disparition, fin 2008, il y a une femme, une témoin, qui aurait dit avoir entendu des bruits suspects dans le cimetière le jour de la disparition de Martine Sanchez. Voilà, alors à l'époque, la police, ils avaient bien sûr fouillé les marais de la région, ils avaient fouillé les marais d'Orx, je sais pas comment ça se prononce, les ruisseaux, il y avait eu des recherches en hélico, avec des caméras thermiques, tout ce qu'il y a dans les affaires de disparition habituelles. Voilà. Donc en 2008 arrive ce témoin, elle dit qu'elle a entendu du bruit dans le cimetière, bien sûr la police, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Il a caché le corps dans une tombe. Et à partir de là, il y a eu des fouilles pendant 3 jours. Ils ont fouillé les tombes avec des caméras endoscopiques. Et important, pour l'affaire Jubillard, ils se sont concentrés sur les tombes où la pierre tombale elle pouvait être ouverte par une personne seule. On ne sait pas s'il y a eu des complicités dans l'affaire Jubillard. Admettons que c'est Jube qui ait fait le coup, c'est fort probable, j'accuse de personne, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait eu des complices. Donc quoi qu'il en soit, même s'ils ont fouillé pour Martin Sanchez que les tombes qui pouvaient être ouvertes par une personne seule, ça en faisait quand même 122 sur les 272 du cimetière. Donc il y a eu du boulot. Voilà. Après, ce qu'il y a de différent dans l'affaire Sanchez, c'est que bon, il y a une fille du couple qui a dit que... Et quoi que c'est même pas différent ça, parce que le petit de Delphine Jubillard, il a dit aussi qu'il y avait des disputes dans le couple. Mais là, apparemment, la petite de 9 ans, elle avait l'air de dire que c'était le père qui avait fait le coup. Parce que l'aînée des Sanchez, non seulement, bon, elle parle de dispute, mais en plus, elle dit que le père, il aurait frappé la mère. Elle ne dit pas qu'il l'a tuée, mais elle dit qu'il l'a frappée. Et Martine Sanchez, le jour de la disparition, elle a discuté longuement avec sa belle-sœur apparemment, et elle a dit craindre pour sa sécurité. On n'a pas plus d'informations à propos de ça, si elle accusait le mari ou d'autres personnes, parce qu'il y a des détails. Bon, il y a des détails, par exemple, il y a une dette à des trafiquants espagnols qui est évoquée. Je vous rappelle que le mari, il était rentré pour trafic de drogue. Là, on parle de dette à des trafiquants. Alors, on ne sait pas si c'était un gars qui vendait des barrettes dans le village ou si c'était un passeur qui faisait rentrer de la coke par kilo, on n'en sait rien.
quoi qu'il en soit, est-ce que ces trafiquants, ils ont fait des représailles, ils ont enlevé la femme, ou pour la prostituer, pour rembourser la dette et après l'ont tuée, ou simplement pour la tuer pour faire des représailles, on ne sait pas. Après, il y a d'autres détails qui apparemment n'ont pas été éclaircis, ou du moins on l'a pas su dans les médias. Par exemple, la carte bleue de Martine Sanchez, elle a été utilisée à Bayonne pour retirer 300 € par on ne sait qui après la disparition. Est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était pas elle? On en sait rien. Après voilà, il y a, comme je vous ai dit, contrairement à Delphine Jubillard, elle a été aperçue pas mal de fois apparemment. Bon, je vous ai parlé de Blanes, de tout ça. Elle a été vue aussi à Malaga. Bon, à chaque fois c'est des fausses pistes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, en tout cas, je vous ai présenté des affaires ce soir. Des affaires qui sont très tristes et qui sont pour la plupart non élucidées. Et il faudrait vraiment que, si vous savez quelque chose, si quelqu'un sait quelque chose dans une de ces affaires, il donne la clé de l'énigme, tout simplement. Voilà. Après, pour les maris, alors commencez pas à vous exciter, je dis pas que Jules il est innocent ou qu'il n'est pas innocent et tout, parce que je sais que... Mais admettons, je parle du mari Sanchez. Ça s'est vu que des maris, il y avait tout contre eux. Là, je vais vous parler brièvement d'une affaire plus ou moins similaire avec celle de Jube et de Sanchez. C'est l'affaire aux États-Unis Michael Morton, qui a été accusé à tort d'avoir tué sa femme, de l'avoir battu à mort en gros. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a été accusé d'avoir tué sa femme, de l'avoir battu et après d'être parti travailler, blablabla, blablabla. Il est parti, il a fait 24 ans de prison. 24 ans, c'est long, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au bout de 24 ans, il y a des gens qui s'occupent aux États-Unis de repasser en revue des affaires qui étaient un peu suspectes, où les gens ils avaient été condamnés, que c'est un peu suspect, qu'ils avaient l'air innocents. Il y a de nouvelles analyses ADN qui ont été faites. Et il y a de l'ADN d'un gars qui était connu pour cambriolage, qui a été retrouvé sur un bandana chez Michael Morton. En fait, il avait rien fait, il a mangé 24 ans de prison pour rien. Alors, est-ce qu'on va prendre ça dans l'affaire Sanchez ou Jubillard ou n'importe où? C'est peu probable. Mais bon, le plus important pour l'instant, c'est que les corps ils soient retrouvés. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut savoir que, bon, pas pour l'affaire Jubillard, mais par exemple pour l'affaire Sanchez, à l'époque, il y avait des gars qui passaient dans le coin, qui sont passés sûrement inaperçus, qui sont passés en dessous des radars en France, mais dans la piste Sanchez, ça peut mériter d'être creusé. Alors bon, on peut évoquer les Fourniret parce qu'ils étaient libres, mais j'y crois pas du tout. Mais ils sont quand même soupçonnés, ils sont quand même investigués dans une affaire qui a pris place à Pissos, à 100 bornes de Saubrigue. La disparition de Pascal Bieguin, que je vous invite à regarder si elle vous intéresse sur ma chaîne. Et puis il y en avait d'autres, il y avait par exemple un gars qui s'appelle Tony Alexander King, qui vivait à Malaga, mais qui était anglais, et qui a fait le trajet entre l'Espagne et l'Angleterre, et qui passait à proximité de Saubrigue. Voilà, c'est un fait établi qu'il faisait des voyages parce qu'il est soupçonné dans une cold case en Angleterre en 2002, alors qu'il vivait déjà à Malaga. Donc ça veut dire que la police sait qu'il faisait des allers-retours entre les deux pays, et bien évidemment, il a donc traversé la France. Rien ne dit qu'il est parti là-bas en avion. Donc voilà, et ce gars, vous pouvez le rajouter aussi comme suspect dans la disparition de Cilia Trindler, qui a eu lieu pas loin, aussi dans la région là-bas dans le sud-ouest.
Ces derniers temps, j'ai fait des affaires sur les disparitions du Sud-Ouest pour faire plaisir à un de mes abonnés qui se reconnaîtra et que je salue, et au moins je verrai s'il regarde les vidéos jusqu'au bout. Je te salue, mets-moi un petit message, comme ça on verra. Voilà, donc lui, Tony Alexander King, il a pu être dans l'affaire Martin Sanchez, dans l'affaire Cilia Trindler, et pour Martin Sanchez, il peut même y avoir Bruckner. Christian Bruckner, qui est soupçonné dans l'affaire Maggie McCann, qui vivait au Portugal mais qui était allemand, et qui a fait de multiples trajets, qui est soupçonné dans des cold cases dans de multiples pays. Pareil, si ça vous intéresse, vous allez voir les vidéos que j'ai fait sur lui. Bon, lui, pour Trindler, il sera pas suspect parce qu'il était en prison. Il avait été extradé du Portugal en 99 pour finir de purger une peine en Allemagne, donc il est en prison. Mais pour Martin Sanchez, voilà. Je vous ai dit tout ce que je savais à propos de ces affaires. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à mettre les notifications en marche. Et je vous rappelle encore une fois d'aller regarder la vidéo sur ce pauvre bébé qui a été tué. Franchement, il faut que cette affaire elle soit résolue. Et c'est en la mettant sur le devant de la scène que ça se fera. Parce que sinon c'est une cold case, c'est dans un tiroir. Et ils en parleront plus, ce bébé il n'aura jamais de justice. Donc je compte sur vous pour aller la voir, pour la partager. Et faire tout ce que vous pouvez pour que les gens qui ont fait ça, ils finissent leur jour en prison. Je vous remercie, à bientôt.